Dans ce deuxième des trois volets JavaScript consistant à monter l'application du jeu du pendu pour le web, nous proposons de traiter les chaînes de caractères restituées afin de produire les indications et mots-clés mystères à dévoiler au fur et à mesure de la partie. Dans la formation précédente, nous avions été capables de gérer les événements au clavier pour interpréter les lettres proposées par l'internaute à la saisie dans le corps du document et pouvoir les griser dans le clavier virtuel afin de lui indiquer tout simplement quelles lettres avaient déjà été utilisées pour ne pas les proposer de nouveau. Au clic sur le bouton Débuter, désormais il s'agit de produire une nouvelle paire comme je vous le disais, indication plus mot masqué. Cette génération aléatoire ne doit pas avoir déjà été proposée au cours de la partie. Dans le dernier volet, nous finaliserons l'application pour comptabiliser le score de l'internaute et permettre le déroulement du jeu jusqu'à la fin de la partie. Comme toujours, je vous propose donc de récupérer, décompresser ces sources depuis le site bombage.fr. Nous récupérons le fichier de la page web principale à l'indice précédent, c'est-à-dire avec les travaux que nous avons accomplis dans le premier volet, accompagnés de ces ressources externes, fort naturellement les images du pendu, mais aussi le script externe dans lequel figure le questionnaire que nous réceptionnons ce que nous avons fait lors de la formation précédente, grâce à notre variable tableau, tableau de variable tableau, dans lequel nous avons rangé l'ensemble des questions grâce à la méthode split d'une chaîne de caractères qui a permis de découper ces informations sur le caractère remarquable. Et puis la fonction clavier qui était appelée depuis le body de cette page HTML onCheckOn, c'est-à-dire sur l'événement d'une touche pressée, eh bien nous avions été en mesure d'interpréter cet événement pour retranscrire l'information encodée sous forme de caractères, de lettres tapées au clavier, et de nous assurer s'il ne s'agissait pas d'un caractère interdit et d'afficher, ou plutôt d'appliquer une mise en forme grisée sur le calque de la lettre correspondante située dans la structure HTML de ces calques imbriqués. Il s'agit désormais, comme je vous le disais, eh bien de pouvoir traiter ces chaînes de caractères, c'est-à-dire pouvoir restituer la première paire indication mot-clé. Mais pour ce faire, nous allons tout d'abord nous intéresser à notre fonction débuter qui, je vous le rappelle, est appelée au clic, fort logiquement, sur le bouton débuter qui est situé dans notre structure HTML. Nous avions basculé la valeur booléenne de notre variable fin à false de manière à ce que l'exécution de notre code de la fonction clavier puisse se dérouler, indication qui permettait de stipuler tout simplement que la partie avait commencé. Il s'agit désormais de réaliser quelques actions supplémentaires. La première d'entre elles consiste à nous assurer, souvenez-vous, nous avions affecté une variable publique latouche à la touche variable locale que nous avions réussi à récupérer sur les événements pour nous assurer que cette touche en l'occurrence n'est pas la barre d'espace, car le fait d'enfoncer la barre d'espace va activer par défaut le bouton débuter et donc régénérer une partie. Et en somme, ici, eh bien, si nous détectons que c'est la barre d'espace qui est enfoncée, eh bien, à aucun moment nous ne débutons une nouvelle partie, donc nous devons mettre fin à l'instruction. Nous ajoutons cette condition, c'est-à-dire cette vérification en début de fonction débutée, pour ne rien initialiser à la suite. Ce test consiste à vérifier si cette touche est effectivement égale à la barre d'espace, auquel cas, comme je vous le disais, grâce à cette variable publique désormais, et bien grâce à l'instruction return, nous mettons fin à l'exécution du programme. Dans le cas contraire, ça veut dire si ce test est passé, qu'il n'est pas vérifié, bien sûr, nous basculons la variable fin à false pour indiquer que la partie peut reprendre, peut se poursuivre. Il s'agit aussi, puisque nous débutons vraisemblablement une nouvelle partie, suite au clic de l'internaute sur ce bouton, eh bien de réinitialiser toutes les variables qui avaient pu être incrémentées au fur et à mesure des coûts initialisés par l'utilisateur, des erreurs commises, des mots passés, etc. C'est pourquoi, eh bien, avant de poursuivre le développement, nous allons tout simplement réinitialiser certaines de ces variables, en commençant par nbq,
que nous allons tout simplement réaffecter à 0 et nous allons faire de même avec notre variable chaîne rangée que nous n'avons pas encore exploitée et qui servira tout simplement à mémoriser l'ensemble des nombres aléatoires générés d'une façon concaténée pour nous assurer, après vérification, que nous ne sommes pas en train de générer le même nombre et donc de proposer un mot mystère qui aurait déjà été suggéré dans la même partie. Il s'agit aussi de réinitialiser notre variable nbpass qui permet de compter le nombre de mots qui ont déjà été proposés puisque la partie permettra de dérouler jusqu'au 10e mot et au final délivrera le score. De la même façon, nous avons plutôt une variable que nous avons appelée nberreur qui permet de compter chaque faute commise par l'internaute à chaque fois qu'une lettre tapée n'appartient pas au mot mystère à dévoiler. Et souvenez-vous, nous avions dit que seules 4 erreurs par mot étaient permises. Si l'utilisateur a commis 3 erreurs et que, il en a assez et souhaite reprendre la partie, nous devons réinitialiser cette variable pour nous assurer que nous repartons d'une partie vierge. Et de la même façon, nous allons réinitialiser le score à 10, puisque dans le développement qui suivront, l'objectif sera de décrémenter ce score au fur et à mesure des fautes commises. Dans la foulée, une fois que toutes ces affectations et réinitialisations sont faites, nous devons fort logiquement appeler la procédure suivante, qui sera appelée aussi par la fonction clavier, puisque le principe est de pouvoir proposer le prochain mot, bien sûr au clic sur le bouton débuter, mais aussi à chaque fois qu'un mot a été dévoilé avec succès, ça veut dire que toutes les lettres sont apparues, ou bien que 4 erreurs ont été commises, donc c'est le seuil, au-delà ce n'est pas autorisé, nous décrémentons le score et nous proposons le mot suivant. Dans cette fonction suivant, c'est elle qui nous intéresse désormais, eh bien, nous devons tout simplement traiter ces paires indications et mots mystères. Et pour ce faire, nous avons besoin de commencer par déclarer les variables nécessaires au traitement. Comme toujours, nous allons commencer par une variable qui sera typée comme un tableau de variables à la volée, que nous nommons tab énigme. Son objectif sera de stocker dans 2 rangées d'une part l'indication et d'autre part le mot mystère correspondant. Bien sûr, nous avons besoin de générer un nombre aléatoire nouveau et nous allons voir comment nous pouvons faire, sachant que nous avons abordé ce principe lors des formations précédentes, notamment pour l'authentification sécurisée ou encore la génération aléatoire d'astuces sur une page web. Souvenez-vous, JavaScript propose un objet qui se nomme mat, qui délivre des propriétés et méthodes. La première méthode, en l'occurrence, qui nous intéresse ici, se nomme floor, et elle permet d'arrondir à l'entier directement inférieur le nombre réel qui lui est passé en paramètres. Ce nombre réel, c'est le nombre aléatoire que nous allons générer, encore une fois grâce à l'objet mat, mais cette fois-ci grâce à sa propriété random qui ne demande absolument aucun argument, car par défaut, la méthode random génère un nombre réel aléatoire, c'est-à-dire avec décimale, compris entre 0 et 1. Et nous souhaitons générer un nombre aléatoire entier, d'où la méthode floor de l'objet mat, mais compris entre la première rangée du tableau de variables dans lequel nous avons rangé les questions, qui est tabmo, et pour lequel nous connaissons la borne supérieure, nous l'avons codé dans la formation précédente, qui est nbmo. Donc, nous allons multiplier ce nombre compris entre 0 et 1 par nbmo pour générer tout simplement un nombre aléatoire compris entre la borne inférieure et la borne supérieure du tableau de variables ayant stocké l'ensemble des questions pour les mots mystères à restituer. Et nous pouvons, bien sûr, de ce fait, réaliser un petit essai grâce à notre fonction alerte comme toujours, en lui passant notre variable nb aléa, faut-il encore ne pas se tromper dans son orthographe, afin de vérifier point par point, étape par étape, si à ce stade, après avoir enregistré, nous sommes en mesure de générer un nombre aléatoire. Nous rafraîchissons notre page web, nous cliquons sur le bouton débuter, constatez que le premier nombre qui sort est 24, puis 14, puis 22, etc. etc. Rien n'empêche à ce stade que ce nombre aléatoire soit proposé en doublon, puisque nous n'avons pas fait de vérification encore. Mais quoi qu'il en soit, nous venons de vérifier
que nous sommes en mesure de générer ce nombre aléatoire borné entre cette valeur inférieure, c'est-à-dire la première rangée de notre tableau de variables, et cette borne supérieure, c'est-à-dire le dernier élément de notre tableau de variables. À chaque fois que nous passons au mot suivant, nous devons consolider notre variable publique, le score. Cette variable publique, le score, souvenez-vous, nous l'avions commenté dans le premier volet, est initialisée à 10 par défaut. Nous partons du principe que l'internaute peut très bien trouver tous les mots sans commettre d'erreur, auquel cas son score au final restera de 10 sur 10. C'est à chaque fois qu'il va commettre une erreur que nous allons décrémenter son résultat de 0,25 points, puisque par mot, il y a 4 erreurs possibles, soit 0,25 fois 4, c'est-à-dire un point au total maximum, qui peut lui être retiré sur les 10 mots que nous passerons en revue pendant toute la partie. Et donc, à chaque fois qu'un mot suivant est appelé, nous devons consolider cette variable le score, c'est-à-dire prendre l'ancien résultat qui était fixé suite aux décrémentations potentielles précédentes pour enlever la valeur mémorisée dans le nombre d'erreurs qui auront été commises à ce stade pour le mot précédent par l'utilisateur. NB erreurs divisé par 4, car je vous rappelle que si, par exemple, 3 erreurs ont été commises par l'internaute sur ce mot, on lui enlèvera 3 sur 4, 0,75 points, le maximum par mot étant de 1 point. NB erreur étant bien une variable publique que nous avons déclarée dans la partie publique de notre script et que nous allons exploiter dans le prochain développement, c'est-à-dire le troisième volet, lorsqu'il s'agira de comparer les lettres tapées par l'internaute avec celles qui sont masquées dans le mot mystère. Suite à ça, comme je vous disais, il s'agit de pouvoir restituer ces informations et nous allons commencer par justement afficher, même si à ce stade nous n'avons pas encore les valeurs qui nous permettent de réellement décrémenter notre score, nous allons afficher le résultat dans les calques avec les identifiants correspondants. En l'occurrence, pour le score, il s'agit du calque le score. Il faudra aussi réinitialiser notre image du pendu par défaut, qui est le pendu grisé et qui va se colorer au fur et à mesure sur la potence que l'internaute commet des erreurs. Comme nous passons sur le mot suivant, avant que l'internaute n'ait commis d'erreur, nous réinitialisons là aussi l'image du pendu. Vous le savez, nous l'avons exploité à maintes reprises, c'est notre méthode getElementById de notre objet document qui permet d'accéder à un contrôle HTML par son identifiant. C'est pourquoi je me permets de récupérer par copier-coller une instruction que nous avions codée lors de la formation précédente. Il s'agit donc à cette méthode getElementById de l'objet JavaScript document de lui passer l'identifiant du calque, en l'occurrence ici, auquel nous souhaitons accéder. Il s'agit de le score. Donc nous lui passons entre guillemets et entre parenthèses, c'est un paramètre. Et nous souhaitons réécrire son code HTML encapsulé. Là aussi, nous l'avons vu à maintes reprises, c'est la propriété inner HTML d'un élément de type div qui permet d'écrire un texte mis en forme avec des balises HTML à l'intérieur de ce calque par le code JavaScript. Et ici, nous allons tout simplement restituer l'information telle qu'elle était proposée, mais avec des valeurs dynamiques, puisqu'il s'agit d'afficher le score en l'état, potentiellement décrémenté, mise en forme donc entre balises strong qui permet de mettre en gras, je vous le rappelle, la variable le score que nous venons de consolider par le petit calcul précédent, donc partie dynamique que nous concaténons avec le symbole plus, nous reprenons notre chaîne statique entre double cotes pour réécrire ce qui est proposé par défaut. Votre score est par exemple de 8 sur 10, de 9 sur 10, cette indication est en gras mais pas plus loin, donc nous fermons notre balise strong et il s'agit d'ajouter l'indication suivante sur les mots restants car au fur et à mesure de la partie, cette information est précieuse pour l'internaute pour savoir où il en est. Et donc ici, nous allons tout simplement indiquer par une concaténation une fois encore, mise en forme, grâce à notre balise strong, l'information concaténée sur le nombre de coups restants. Nous partons de 10 puisque nous proposons 10 mots et nous exploitons notre variable, nous allons revenir dessus,
qui se nomme nbpass, que nous avons déclaré en variable publique, qui permet de compter à chaque fois qu'un mot suivant est proposé, l'ensemble des mots qui ont déjà été proposés. Donc s'il y en a 6 qui ont déjà été proposés, 10 moins 6, eh bien, nous indiquons à l'internaute qu'il ne lui reste plus que 4 mots à trouver, à dévoiler. Nous encapsulons bien sûr notre information dans une balise strong fermante. N'oublions pas de fermer notre double cote pour notre partie statique et de ponctuer notre syntaxe par un point-virgule, comme je vous le disais. Donc, notre variable nbpass, voyez-vous, que nous avons d'ailleurs réinitialisé dans notre fonction débutée et que nous avions effectivement parfaitement déclaré dans les variables publiques de notre code JavaScript. Très bien, et suite à ça, donc, nous devons, comme je vous le disais, reproposer l'image par défaut du pendu. Comme toujours, pour accéder à un élément HTML, nous exploitons la méthode getElementById de notre objet JavaScript document. Faut-il encore pointer sur le bon identifiant? Notre contrôle IMG, balise IMG ici, se nomme le pendu. Il s'agit de recharger l'image par défaut si d'aventure, à cause d'erreurs commises, chose que nous verrons dans le troisième volet, eh bien, nous avions fait progresser cette image du pendu, c'est-à-dire pour la remplir de cette couleur violette. Je vous rappelle que ces images sont proposées dans le sous-dossier IMG pendu, de manière à pouvoir initialiser celle par défaut pour le nouveau mot à dévoiler, car nous partons d'un nouveau mot, donc nous n'avons pas encore eu l'occasion de commettre des erreurs. Là encore, il s'agit de techniques que nous avons apprises lors des formations précédentes. La propriété SRC d'un contrôle HTML IMG permet tout simplement de redéfinir sa source, c'est-à-dire l'image qu'il a remplie en chemin relatif, comme nos images du pendu sont situées dans le sous-dossier IMG pendu, eh bien nous l'indiquons en toutes lettres, en partie statique, slash, suivi du nom de l'image par défaut pour ne pas risquer de commettre d'erreur, voyez-vous, je vais aller la récupérer par copier-coller pour pouvoir la retranscrire fidèlement dans le code. Donc nous sommes tout simplement dans notre procédure fonction suivante, qui est censé, quand nous aurons terminé le code, eh bien faire défiler les mots au fur et à mesure que eh bien, ceux-ci ont été totalement dévoilés ou que les 4 erreurs ont été générées par l'utilisateur. Il s'agit effectivement ici de réinitialiser notre variable nberreur. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà fait dans notre fonction débutée, sauf que la fonction débutée est appelée lorsque nous cliquons sur le bouton débuter. Mais lorsque la fonction suivante est appelée non plus par le bouton débuter, mais par la fonction clavier, ce que nous verrons lors de la formation précédente parce que le mot a été trouvé, eh bien nous affichons un nouveau mot grâce à ce nouveau nombre aléatoire et donc eh bien aucune erreur n'ayant été déjà commise, nous allons tout simplement réinitialiser ce compteur. Nous allons aussi en profiter pour appeler une fonction fort utile, vous le verrez, que nous coderons dans le dernier volet et qui se nomme initCalc. Son objectif sera tout simplement de réinitialiser le clavier virtuel puisque, comme vous le savez, au fur et à mesure des lettres enfoncées par l'internaute, eh bien les cases se grisent pour lui indiquer qu'elles ont déjà été exploitées. Pour un nouveau mot, forcément, nous devons réinitialiser cet affichage, puisque de nouveau ces lettres peuvent être proposées. Suite à cela, donc, nous préparons le terrain pour le dernier volet. Comme je vous le disais ici, le principe est de pouvoir produire la première paire indication mot mystère à dévoiler. Eh bien, nous allons commencer par nous assurer que le nombre aléatoire que nous avons généré n'existe pas déjà dans notre variable chaîne rangée que nous n'avons pas encore exploitée, car cette fonction suivante peut très bien être appelée par la fonction clavier, c'est-à-dire que nous pouvons très bien nous situer au 6e mot, et donc nous avons déjà généré 5 nombres aléatoires, il ne faut pas générer les mêmes. Le principe est de savoir si nous n'avons pas déjà rangé cette information dans cette variable chaîne rangée, je la récupère pour m'assurer de ne pas commettre d'erreur d'orthographe par rapport au nom que nous lui avons attribué. Et de nouveau, nous allons exploiter notre méthode indexOf d'un string qui permet de savoir si l'occurrence que nous lui passons entre parenthèses, c'est-à-dire en argument, n'est pas déjà présente dans la chaîne, en l'occurrence ici chaîne rangée, dans laquelle nous cherchons. Et comme vous le constatez, je prends soin d'encadrer chacun des nombres aléatoires
entre tirés pour être sûr du fait qu'ils sont accolés, qu'on ne va pas piocher un nombre, quoique là, nous n'aurons pas de soucis. C'est dans le cas, par exemple, où nous pourrions générer des nombres à deux chiffres, comme le 11. Si nous cherchons le 1 serait trouvé dans le 11, voyez-vous. Ici, nous n'avons pas cette problématique. Néanmoins, par esprit de logique, nous reproduisons ce principe. Si ce nombre aléatoire donc n'est pas trouvé dans notre variable qui sert à les stocker tour à tour, eh bien nous pourrons poursuivre le traitement. Dans le cas contraire, si la valeur vaut moins 1, tant qu'elle vaut moins 1, c'est pour ça que nous incluons ce traitement dans une boucle, eh bien nous allons régénérer un nombre aléatoire compris entre les mêmes bornes, c'est-à-dire la première rangée de notre tableau qui mémorise l'ensemble des questions et sa borne supérieure. Et dès lors qu'un nouveau nombre aléatoire qui ne sera pas déjà connu sera produit, eh bien nous pourrons poursuivre l'exécution du code, c'est-à-dire après la boucle, lorsque JavaScript sortira de cette boucle, signifiant qu'un nouveau nombre a enfin été généré. Auquel cas, fort logiquement, eh bien, nous devons commencer pour les prochains coups à le mémoriser à la suite, c'est-à-dire à le concaténer dans notre variable chaîne rangée plus égale, incrémentation naturelle en JavaScript donc, eh bien nous allons lui ajouter ce nouveau nombre aléatoire selon la même syntaxe que le test que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce test avec les tirés, puisque c'est ainsi que nous l'inscrivons dans notre variable. Nous mémorisons donc ce nouveau nombre aléatoire afin de nous assurer, lors du prochain mot, que nous allons bien produire une nouvelle question. Puisque ce nouveau nombre a été accepté, il s'agit d'aller piocher dans notre variable tabMot l'information sur la question, l'indication et le mot mystère pour pouvoir la découper en deux entités dans notre variable tab_ening, puisqu'il y a d'une part l'indication et il y a, je vous rappelle, d'autre part le mot-clé. Donc, nous affectons notre variable tab_ening qui va se transformer à la volée en tableau de variables à deux entrées simplement, à deux rangées, au résultat de notre tableau tabMot pour la rangée qui est générée par notre nombre aléatoire. Nouvelle question aléatoire, je vous le rappelle. Et cette information qui est rangée à cette ligne, nous la découpons une fois encore grâce à notre méthode split, mais cette fois-ci sur le caractère remarquable des deux points. Je vous rappelle que nous l'avions constaté lors de la première formation, dans notre script, une indication est séparée du mot mystère par les deux points. Donc nous allons ouvrir ce script pour pouvoir l'afficher et nous en rendre compte. Constater effectivement, vous voyez, pour par exemple ici la première paire, nous avons l'indication, un cercle, le mot mystère à trouver est trigonométrique et que les deux sont bien séparés, les deux points. Donc nous découpons cette information sur l'indice de ligne généré aléatoirement sur les deux points. Dès lors, nous sommes censés avoir récupéré en première ligne le mot mystère, c'est pourquoi nous affectons notre variable publique le mot, eh bien à l'indication située en première ligne de notre tableau de variables désormais, tab_ening, nous y accédons tout simplement en stipulant entre crochets la rangée, la première. Et nous savons que l'indication quant à elle est située juste après, et nous avons une variable que nous avions nommée l'indication, et nous pouvons stocker dans cette variable l'information qui est située en effet en deuxième rangée, indice 1. L'indication et le mot sont bien les variables publiques que nous avions prévues à cet effet. Comme elles sont publiques, effectivement, je vous rappelle qu'elles sont portables. Il est important ensuite de pouvoir dupliquer ce mot mystère, car celui-ci doit être retranscrit sous forme de tiré, puisqu'il doit être masqué pour l'internaute, sauf que lorsqu'il s'agira de faire la comparaison avec les lettres tapées par l'utilisateur au clavier, faudra-t-il encore être en mesure de nous souvenir de ces lettres. C'est pourquoi nous avons une variable, même mot, que nous pouvons utiliser, que nous avions déclaré en variable publique, et que nous allons affecter précisément de la variable qui est pour l'instant stocké dans le mot avant transformation. Et donc nous allons ici l'affecter à la variable donc stockée dans le mot que nous allons quand même
transformer en majuscule. Je vous rappelle la méthode JavaScript toUpperCase, attention, camel case, cache-chameau, le U majuscule et le C majuscule. Ça veut dire que nous transformons ce mot en majuscule, puisque je vous rappelle que les lettres que nous avons réussi à interpréter au clavier sont retranscrites elles aussi en majuscules. Et puis, dès lors, eh bien, il s'agit de remplacer dans notre mot mystère à dévoiler sous forme de tiret pour débuter la partie, chacun des caractères par un tiret ou un underscore qui produira un trait un peu plus gros en visuel sur notre page web, sauf les espaces. Et là, nous allons exploiter une technique fort intéressante qui s'apparente aux expressions régulières, capables de transformer eh bien, tous les caractères passés dans un motif par une chaîne fixe. Pour ce faire, là encore, nous transformons notre variable le mot en majuscule grâce à la méthode toUpperCase et nous exploitons la méthode replace, bien connue, que nous avions exploitée avec les expressions régulières dans une ou deux formations JavaScript. Le principe est de lui dire que grâce à cette symbolique, cette syntaxe particulière, que le motif que nous lui passons entre les deux slash eh bien, doit être remplacé, quel que soit le nombre de fois qu'il se répète, par un underscore. Il peut s'agir de la lettre A en majuscule jusqu'à la lettre Z. Et dans la syntaxe des expressions régulières, eh bien, nous énumérons l'ensemble de ces lettres par un tiret qui sépare la première jusqu'à la dernière. Mais souvenez-vous, il y a aussi les chiffres allant de 0 à 9. Donc nous poursuivons l'énumération pour le faire comprendre à la méthode replace JavaScript. Et bien sûr, comme dans cette énumération, dans ce motif, il n'y a pas l'espace, l'espace, lui, s'il existe, ne sera pas remplacé, donc sera retranscrit fidèlement sur l'interface web du mot à dévoiler. Nous souhaitons, en deuxième argument, remplacer cette lettre ou ce chiffre, quel qu'il soit, par un underscore, c'est-à-dire un tiret qu'il va falloir dévoiler en tapant les lettres au clavier. Donc, nous le tapons en deuxième argument entre double cotes. Nous pourrions ici, grâce à la fonction alerte, effectuer un petit essai pour nous assurer que nous avons bien récupéré la première indication et le premier mot mystère, ou alors les retranscrire sur l'interface web. Allez, nous allons prendre le temps de les afficher à l'écran avec un petit test intermédiaire. Il s'agit d'afficher, pourquoi pas, l'indication correspondant au nombre aléatoire ainsi généré. Pour y voir plus clair, nous allons séparer les deux informations d'un tiret, et il s'agit ici d'afficher ce que nous avons stocké dans la variable même mot, puisque entre-temps, nous avons transformé notre variable le mot pour l'encoder sous forme de tiret. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre page web que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier, nous cliquons sur le bouton débuter et constatez qu'effectivement, nous avons une première indication qui nous est donnée, le point 2,2 et le point, et donc là c'est le mot mystère à trouver, par rapport à moins de 2, et donc il faut trouver le mot symétrique. Nous recliquons sur notre bouton débuter, constatez que c'est effectivement une autre question qui est générée, l'indication des cercles de même centre, effectivement, concentriques, etc., etc. Donc vraisemblablement, nous sommes bien en mesure de générer une première paire, à restituer en lieu et place l'indication dans ce calque et le mot mystère encodé en tiret juste en dessous. Les calques prévus à cet effet se nomment respectivement indication et le mot, donc c'est ce que nous allons pouvoir constater juste au-dessus. Vous remarquez effectivement que nous avons bien un calque d'identifiant indication et un calque d'identifiant le mot. C'est à l'intérieur que nous devons retranscrire ces informations pour que la partie puisse débuter. Donc nous allons commencer par passer en commentaire notre petit test grâce à notre fonction alerte qui nous a permis de confirmer que nous avions bien été en mesure de générer de façon aléatoire une première paire. Il s'agit maintenant de nouveau d'accéder à nos éléments HTML et de pouvoir réécrire leur code, donc propriété inner HTML. Le premier, comme nous disions, est le calque d'identifiant indication. Donc pour ne pas risquer d'erreur de frappe, nous allons récupérer son nom, son identifiant, et le coller dans le paramètre de la méthode getElementById, propriété inner HTML, donc pour tout simplement pouvoir réécrire son codage de la même façon qu'il est proposé par défaut, indication, deux points, et comme vous le savez, l'indication
intervient sur la ligne du dessous par rapport à ce titre, balise BR en HTML pour effectuer un saut de ligne, indication que nous souhaitons mettre en gras, balise strong, partie ici dynamique, puisqu'en l'occurrence c'est une information qui est stockée dans notre variable l'indication que nous concaténons donc. Nous reprenons suite à cela et après concaténation notre partie statique pour pouvoir entre nos guillemets fermer notre balise strong, puisque le principe du langage HTML, comme vous le savez, est d'encadrer, d'encapsuler entre une balise ouvrante et une balise fermante les textes, chaînes de caractères que nous mettons ainsi en forme. Et puis dans le même temps, comme je vous le disais par rapport à cette indication, il s'agit d'inscrire en dessous, sous forme encodée, avec des tirets, le mot mystère à dévoiler. Les tirets offrent l'avantage de donner une indication précieuse à l'internaute, savoir le nombre de caractères qui le composent, et potentiellement si des espaces sont présents. Vous vous souvenez que l'identifiant de ce calque, celui dans lequel nous devons écrire, est le mot, donc nous récupérons cet identifiant afin de pointer précisément sur ce calque, et là nous allons nous contenter tout simplement de restituer ce qui est stocké dans notre variable le mot, transformé, car je vous rappelle que les expressions régulières ont dû faire leur œuvre à ce stade, c'est-à-dire qu'elles ont dû encoder notre mot mystère que nous avons dévoilé grâce à la variable même mot qui juste avant a permis de le mémoriser pour que dans la formation précédente nous soyons capables de comparer les lettres avec celles tapées par l'internaute. Nous rafraîchissons notre page web, nous cliquons sur le bouton débuter, vous voyez qu'à ce stade, eh bien, notre pendu commence à prendre forme, puisque en même temps que nous générons et gérons bien les événements au clavier afin d'intercepter les lettres qui ont été tapées, eh bien nous sommes en mesure de proposer une première paire, c'est-à-dire une indication permettant de retrouver le premier mot mystère. Il s'agira ensuite, dans le troisième volet, en fonction des lettres tapées par l'internaute, eh bien tout simplement de vérifier leur présence dans la variable même mot pour les afficher en lieu et place. Et lorsque nous trouverons une correspondance tout à fait exacte, c'est-à-dire que le mot sera totalement dévoilé, nous passerons au suivant, nous devrons décrémenter, chose que nous avons déjà faite par les variables. En cas d'erreur, afficher ici l'image du pendu qui progresse, mais constatez qu'à chaque fois que nous cliquons sur le bouton débuter, eh bien que nous produisons une nouvelle paire. Voilà, au fur et à mesure, nous progressons. Voilà donc pour ce deuxième volet consistant à construire ce jeu du pendu en JavaScript. Ici, nous avons essentiellement traité les chaînes de caractères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Et rendez-vous dans le troisième et dernier volet pour finaliser ce jeu du pendu. Je vous remercie.